Voilà, voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous peut-être pour l'ouverture de ce premier soir sur le thème, eh bien, tout simplement de comment mieux vivre mon hypersensibilité au travail. Donc voilà, l'atelier va être animé par Claudie et moi-même. On va se présenter un petit peu plus tard. Et alors, pour faire un petit peu connaissance, eh bien, en fait, voilà, on va tout simplement vous demander, ben oui, de couper le son pendant qu'on discute. Des fois, il y a des bruits derrière nous. Et puis, quand vous avez des questions, on n'est pas nombreux ce soir. Donc, voilà, vous pouvez rallumer votre micro ou utiliser le chat de discussion. On fera les questions-réponses à la fin de la conférence. Voilà, et à ce moment-là, on arrêtera l'enregistrement. On sera entre nous, on pourra échanger entre nous, ça ne sera pas disponible en replay. Et puis, voilà, en attendant la fin, si vous avez peur d'oublier vos questions, voilà, vous pouvez déjà les renseigner tout du long sur le chat de discussion pendant la conférence et on les regardera aussi. On n'oubliera pas d'aller y jeter un œil. Hop là, voilà. Mais moi, je cherchais quelque chose d'autre. Il n'y a pas la petite diapo, en fait. On vous demandait de faire un petit tour de table, alors soit à l'écrit, soit à l'oral, vous allumez vos micros pour vous présenter tout simplement, nous dire en fait où est-ce que vous travaillez, parce que le thème c'est au travail ce soir, donc on aimerait savoir un petit peu où vous travaillez. Donc je ne sais pas où est passée cette petite dia là, je l'ai vue cet après-midi, j'ai ouvert, donc je ne sais pas. Où est-ce que vous travaillez? Quel est votre milieu de travail? Et après, on va démarrer la conférence en tant que telle. Alors Enfin, moi, j'ai une voisine qui est venue me rejoindre dans ma salle. ah, C'est super! Céline. Bonjour. Voilà, je ne suis pas toute Bonsoir, bonsoir! Je vais remettre le chat de seule. Vous ne voyez pas au discussion. milieu de l'écran, hein. Je ne Mm. sais pas que je m'en vais. Ok, donc peut-être, voilà, Jessica, quel est ton cadre de travail aujourd'hui, si tu peux le mettre dans le chat de discussion. Je ne sais pas, Claudie, si tu te rappelles ce qui a été écrit plus précisément. Il y avait deux questions sur la dia. Et on a aussi, voilà, dans le milieu de l'insertion socio-professionnelle. OK. Donc, c'est un travail plutôt au bureau. Dans quel environnement ça se passe? Donc, c'est Marjorie qui nous disait ça. Donc, Jessica, beaucoup en extérieur, visite d'entreprise. OK. Mhm. Ok, Céline, toi, tu bosses. Alors, on a deux Céline, du coup, hein. Eh bien, Donc, Céline qui présente et Céline qui est à côté de moi, que vous ne voyez pas, du coup. Je vais peut-être enlever le fond d'écran. Tu veux qu'on te voit? Elle ne veut pas qu'on la voit. Donc, Céline, toi, tu bosses? Je me présente. Oui, vas-y, vas-y. Alors, je m'appelle Céline Mars. Je travaille en boutique souvenir dans le port, dans un parc aquatique. Et voilà. Ouais. Donc, pas loin de Strasbourg, hein, pour ceux qui connaissent. Mince, j'ai perdu le nom du parc. Ah, rue Lantica. Rue Lantica, oui. OK. Et du coup, là, on a ça y est, ça commence à s'activer. Alors, on a Yann qui est avec nous, 40 ans, dans l'industrie pharma, travaille en 100% à la maison. Voilà, un secteur que je connais bien, oui, oui. Et on a travaillé ensemble par le passé. Et on a du coup Jessica en reconversion professionnelle qui prépare une rentrée en alternance RH pour septembre.
Alors, j'ai été AESH. Si tu peux nous donner une définition de AESH jusqu'à fin août, et tu as fait visiblement un Les burn-out anciennes ABS, les assistantes de vie, scolaires, assistante scolaire. qui font un super boulot. J'ai plein de loulous que j'accompagne qui ont des AESH et franchement, voilà, c'est un métier clé, je trouve. Cindy de Bretagne, j'espère qu'il pleut autant chez toi que chez nous, Cindy, sinon je suis jalouse. Infirmière depuis 3 ans, ok, qui travaille en EHPAD, bravo. Et puis, on a aussi, du coup, alors je ne sais pas, Bolland, ça ne doit pas être un prénom. Je travaille comme recruteuse dans une grosse société wallonne en Belgique. Bonjour la Belgique. Et on a 2 personnes belges. Super. Ok, Pas super. depuis, mais le temps gris. Et des enfants TSA surtout, autistes. Voilà. Ok. Et le prénom, c'était Christelle, le prénom caché. Super. Ok. Bien. Et ben du coup, bienvenue à toutes et à tous, du coup, et on va avancer ce soir, voilà, comme on a dit. Donc, je te passe la main, du coup, peut-être, Ouais, Claudie. ouais. Alors, un petit avertissement avant qu'on se présente. On va vous dire là, on va justement vous indiquer des généralités, puisque nous, on est obligé en fait de collecter des informations et pour en collecter un nombre assez intéressant, on va vous donner des généralités. Mais surtout, gardez toujours bien en tête qu'on est tous uniques. Hein, ne faites pas de généralités vous concernant. Prenez ce qui vous convient dans ce qu'on va vous présenter. Alors, ce que Céline vous présente, c'est beaucoup plus, c'est très scientifique. Moi, ce dont je veux vous parler, c'est plus fonctionnel. Donc là, vraiment, prenez ce qui vous convient. On va vous passer notre vision du monde. Hein, et voilà, moi, c'est des informations que j'ai collectées depuis, maintenant, ça va faire, allez, je vais être, mais ouais, 18 ans, très bientôt, ça fait 18 ans que je m'intéresse au sujet de la neuroatypie et de l'hypersensibilité. La science évolue constamment, donc attention, voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ce qui est vrai pour la science aujourd'hui. On verra dans quelques années, peut-être qu'il y aura des évolutions. Et alors, sur certains sujets, il n'y a pas de consensus médical. Quand on commence à parler d'hypersensibilité, de neuroatypie, trouver le consensus médical, c'est compliqué. Vous trouverez même des psys qui vous diront que l'hypersensibilité n'existe pas. Hein, vous trouverez des gens qui vous diront que la neuroatypie, c'est une mode. Bon, ok. Nous, en tout cas, on va vous transmettre ce que nous, on en pense. L'hypersensibilité, c'est un sujet complexe parce qu'il y a un mélange entre les sujets de la neuroatypie et les sujets de l'hypersensibilité. Très rapidement, hein, la neuroatypie, c'est tous les profils de personnes au potentiel intellectuel, troubles et déficits de l'attention TDAH avec ou sans hyperactivité, tous les profils autistiques, TSA, et puis tous les 10. Les stats disent qu'on est à peu près 20% de la population. Il faut prendre ce chiffre-là avec des pincettes parce que je ne sais pas sur quoi c'est basé. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est en minorité. Voilà. Et tu peux passer à la suivante. Alors, qui sommes-nous? Vous voyez ici une petite brochette. Nous sommes une équipe. Hein. Donc, moi, je vais déjà me présenter, puis après, je passerai la parole à Céline. Et puis, je vais peut-être déjà présenter Fabienne et Nathalie. Tiens. Fabienne est mon binôme. Fabienne est mon binôme, elle est psychothérapeute, elle est en Bretagne aussi, pour Sylvie. Elle est près de Vannes, ou à Vannes même.
Donc, moi, je suis coach de vie. Je suis spécialisée dans tous les profils hypersensibles et neuroatypiques, puisque je suis passionnée par ces sujets-là, tout simplement parce que j'ai moi-même un profil neuroatypique, j'ai des troubles de l'attention, très certainement du haut potentiel aussi, très certainement du 10. J'ai pas tout fait bilanter. J'ai mon tampon de TDAH, j'ai pas fait bilanter le reste. Je vais peut-être faire pas. Le reste m'interroge moins. Voilà, j'ai une famille avec chez nous, il y a tous les profils. Il y a de l'autisme, il y a du haut potentiel, il y a du TDAH, il y a du 10. Donc voilà, j'ai 2 garçons, 17 et 19. Et c'est assez rock'n'roll à la maison, mais c'est chouette, c'est chouette. Et donc, quand moi j'ai créé l'étincelle atypique il y a maintenant 3 ans et demi, et ben tout simplement, je me suis orientée pour accompagner mes pairs. C'était juste une évidence. Voilà, j'ai monté le programme en hypersensibilité Ma Force il y a maintenant 2 ans et demi. Et puis j'ai demandé à Céline si elle voulait me rejoindre. L'année dernière, on a démarré le premier groupe ensemble en janvier. Et Céline, je te passe la parole. Je te laisse présenter Nathalie aussi, puisque c'est ton Ouais. Merci. Alors, Nathalie, elle est basée en Suisse, pas très loin de Genève. Elle est comme moi praticienne en nutrithérapie, micronutrition. Et voilà, c'est mon binôme aussi par rapport à ce thème-là. Claudie m'a proposé de la rejoindre, j'ai tout de suite dit oui parce que tout simplement, je me sens aussi très concernée par l'hypersensibilité. Je l'ai découverte, on va dire, par le biais de ma fille aînée, qui ne fonctionnait pas du tout comme tous les autres enfants dans les livres classiques. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à trouver comment gérer ses émotions et d'où ça pouvait venir, ces comportements parfois très surprenants à l'envers des autres enfants ou de ce qui a marqué dans les livres. Et en lisant, je me suis découverte hypersensible. Et du coup, j'ai tout de suite dit oui, parce que c'est vrai que aider les autres hypersensibles à manœuvrer plus rapidement et à se sentir mieux, plus vite dans finalement leur peau et puis aussi dans leurs émotions, c'est un sacré gain de temps et c'est un sacré coup de main que je ne pouvais pas rater. Voilà. Donc, me voilà à bord de ce bateau depuis janvier de cette année. Donc, voilà pour le tour d'horizon de l'équipe. Tiens. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Alors, le minimum, c'est que, voilà, on se pose un peu la question avant de creuser le sujet de l'hypersensibilité au travail. Le Larousse dit que c'est une sensibilité exagérée ou extrême. Je l'ai laissé cette ligne parce qu'elle m'énerve et voilà, elle me donne une petite émotion de colère. Je vois pas où c'est exagéré ou extrême. C'est une hypersensibilité, c'est pour moi une sensibilité exacerbée, on peut dire, plus importante, plus fréquente aussi que la norme, on va dire que la moyenne de la population. Voilà, c'est un terme qui a été amené par la psychologue et chercheuse Hélène Aron dans les années 90. Vous trouverez d'ailleurs un test d'hypersensibilité d'Hélène Aron. Bon, pour moi, il est un peu dépassé maintenant ce test, mais en tout cas, elle a amené le sujet et ça, c'était super intéressant. Ce n'est ni une maladie, ni une tare, c'est une caractéristique. On est différent au pied de la majorité de la population, mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on attrape. Pour moi, il y a 2 axes dans l'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité aux émotions. Il y a cette propension à avoir des émotions plus développées, plus importantes, mais aussi plus fréquentes que les personnes qui sont normosensibles. Et puis, il y a l'hyperesthésie. Qu'est-ce que c'est que l'hyperesthésie? C'est l'hypersensibilité au niveau des sens.
c'est-à-dire les informations qu'on récupère de nos sens sont plus développées. Alors, on peut avoir une hyperesthésie à un sens ou plusieurs sens, ça peut être l'odorat par exemple, ou plusieurs sens cumulés, et ça peut être aussi des odeurs spécifiques. Hein, voilà, l'hyperesthésie, c'est assez particulier parce que on peut avoir une hyperesthésie au niveau de la vue, par exemple, et être sensible à la lumière, par exemple, ou avoir une vision, un champ de vision plus large. Hein. C'est des choses qu'on retrouve aussi. Voilà, il y a plein de caractéristiques. On pourrait passer des heures à vous faire ce webinaire. Hein. On pourrait faire un webinaire de 5 ou 6 heures. Retenez juste qu'il y a ces deux axes, l'axe émotionnel et l'axe sensation au niveau, voilà, au niveau des sens. Ok. Et donc, moi, je vais vous emmener dans la première partie sur le côté hypersensibilité sensorielle. Et dans la deuxième partie, Claudie vous emmènera du côté émotionnel de l'hypersensibilité. Mais on va faire des petits ponts voilà, réguliers entre nous. Alors, au niveau de la sensibilité sensorielle, celle voilà, dont Claudie a fait référence tout juste maintenant, c'est la première. Hein. Il y en a plusieurs. C'est l'extéroception. C'est vraiment le cerveau qui va capter les informations extérieures via nos 5 sens. Effectivement, voilà, la vue, l'odorat, le toucher, l'audition, le goût. On va un petit peu voir qu'est-ce que c'est que d'être hypersensible. Mais en tout cas, bien, on se rend bien compte que si on est particulièrement sensible à la vue, à l'audition, eh bien, si on a cette hypersensibilité-là, on va cantonner dans des contextes d'open space, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Et on le verra, une des caractéristiques de la personne hypersensible, c'est qu'au 5e passage de la 5e personne qui passe à côté de votre bureau, ça vous dérangera toujours autant. Les personnes normaux sensibles, entre guillemets, eux, ils vont ignorer la 5e personne. Mais vous, ça vous perturbera toujours autant dans ce que vous faites, ça vous sortira de votre travail et de votre concentration. Donc voilà, c'est le côté peaceful de cette hypersensibilité-là. Effectivement, on a également d'autres sensibilités auxquelles on n'y pense pas forcément. Mais la sensibilité sensorielle est aussi tournée vers l'intérieur. Alors, on a la proprioception. Là, je vous ai mis un super yogi ou dans des positions incroyables. Et ces capteurs sensoriels, récepteurs musculaires, articulaires ou osseux lui disent exactement où sont chaque membre quand elle se met dans cette position. Alors, sans en arriver là, tout simplement, nous, si on ferme les yeux, on arrive à mettre un verre d'eau à notre bouche et à boire. On sait où est notre bouche, on sait par rapport à la main, on sait faire ce trajet-là. On n'a pas besoin d'ouvrir les yeux pour le faire. Voilà. Donc, cela donne la conscience de la position des parties du corps et on a des sensations de mouvement et de tension musculaire et aussi l'équilibre qui va être capté, on va dire, à chaque milliseconde. Voilà, et notre corps va s'adapter. Donc, si on a des hypersensibilités, eh bien, on a aussi beaucoup plus d'informations internes qui vont arriver et qui vont, on va le voir du coup, eh bien, surcharger notre cerveau. Ensuite, en 3e, en sensibilité sensorielle, on parle aussi de l'interoception. Et là, c'est vraiment les sensations corporelles par rapport à l'état interne du corps. C'est les signaux qui sont émis par nos viscères, le cœur, le système gastro-intestinal, respiratoire, urinaire. Ça donne un état de pression, de température, si on est blessé, si on a faim, une vessie pleine, etc. Tous ces capteurs, finalement, qui après vont donner les informations au cerveau et puis oui, on va aller faire ce qu'il faut pour se sentir mieux. Voilà, enlever une veste si on a trop chaud. Et donc, cette sensibilité sensorielle n'est vraiment pas à négliger au niveau du travail. Parce que si on n'est pas bien surchargé aussi des émotions, eh bien, ça nous donne d'autant plus d'inconfort. Et on a parlé de l'open space, mais aussi bien finalement de la gestion de nombreux emails ou des multitâches quotidiennes ou quand on va aller rencontrer des clients, qu'on arrive dans un milieu
on va dire, qu'on ne connaît pas, et on a tous nos capteurs là qui s'activent. Ah oui, la porte est comme si il y a une boîte aux lettres, mais c'est pas le même nom, et puis pourquoi il y a, et puis hop là, et c'est parti. Et du coup, voilà, on est submergé par toutes ces informations en tant qu'hypersensible, en fonction évidemment de notre hypersensibilité. Donc, du coup, ça a vraiment des impacts multiples, hein. On pense toujours aux 5 sens, c'est les premiers, mais ça va aussi avoir des répercussions sur nous au niveau du système digestif, par exemple. Oui, eh bien, il y a certaines personnes qui vont ressentir plus fortement des nausées, qui vont avoir plus d'acidité gastrique, des ballonnements. L'hypermotilité, c'est un transit plus rapide et on peut être du coup plus sensible. On va sentir vraiment, voilà, quelque part le bol alimentaire passer à travers nos intestins de manière vraiment très sensible. On sait où c'est, voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment des sensibilités qui peuvent aussi déranger après. Il n'y a rien de grave dans tout ça, mais ça va aller submerger notre cerveau de toutes ces informations-là aussi internes, plus les externes. Le système nerveux, on va pouvoir avoir plus d'irritabilité ou d'anxiété que d'autres personnes, plus d'impatience. Donc, dans un contexte voilà, de travail où voilà, il faut être très zen, multitasking, beaucoup de tâches différentes, eh bien, effectivement, eh bien, on a un petit désavantage de ce côté-là. Plus nerveux, et puis on peut avoir des troubles du sommeil du fait de l'anxiété ou de cette surcharge mentale, on va le voir tout à l'heure. Au niveau musculaire aussi, on peut aller ressentir des crampes plus fortement, des raideurs, voilà, tout finalement, tout ce que le cerveau va capter de manière, on va dire, inconsciente, eh bien, va arriver à notre conscience. Pourquoi? Parce qu'il y aura un seuil de réactivité plus bas, on va le voir juste tout à l'heure. Et puis au niveau effectivement vasculaire, et puis tous les systèmes organiques. Donc oui, l'hypersensibilité est bien plus large, en tout cas sensorielle, bien plus large que les 5 sens, déjà. Un fonctionnement cérébral différent, ça je vais le redistiller même au niveau des émotions au fur et à mesure que Claudie vous présentera. Il y a des études qui sont faites, dont le professeur Aron avec son questionnaire, il a aussi fait pas mal d'études, et on a soit des mesures avec des électrodes. Là, la petite fille sur la photo, elle a plein des électrodes, c'est voilà, l'électroencéphalogramme qui donne ces ondes et qui permet de voir l'activité cérébrale en fonction des différentes zones. Et elle est très intéressante parce qu'on a du coup étudié justement l'activité cérébrale de différents groupes de personnes, normaux ou sensibles ou hypersensibles ou autres aussi. Et ça permet de se rendre compte, voilà, quelles sont les différences au niveau de l'activité du cerveau. Et là, on sait, il y a des choses qui émergent, hein. C'est qu'on va avoir, en tant qu'hypersensible, un seuil de réactivité sensorielle plus bas que la moyenne générale. Et ça veut dire qu'on va être capable de détecter des informations sensorielles beaucoup plus faibles que la moyenne de la population. Des signaux que les autres ignorent. Eh bien, nous, on va les ressentir, on va les capter. Ça sera transmis au niveau de nos neurones, il y a des informations qui vont passer. Et puis, on a aussi besoin de moins de stimulation pour activer le système sensoriel. On l'a dit tout à l'heure, eh bien, on a une réactivité qui est stable malgré la répétition des stimulations. Hein, l'exemple que je vous donnais au 5e passage à côté de vous, ou dans le jardin, un 5e avion qui passe, voilà, il vous dérangera toujours autant, surtout si vous êtes hypersensible au bruit. Et puis, le seuil de réactivité, comme l'a dit Claudie, et il a été démontré qu'il est vraiment spécifique à chaque sens. Et ce n'est pas parce qu'on est hypersensible à l'odorat qu'on sera forcément hypersensible à lui. Non, c'est totalement indépendant. C'est ce qui rend aussi peut-être la classification d'hypersensible très compliquée, parce qu'il n'y en a pas un qui ressemble à un autre finalement. Voilà, on est tous différents, jusque-là, jusque dans l'hypersensibilité. Donc là, pour un peu comprendre ce que ça peut donner hein, en termes de seuil de réactivité, justement, je vous ai mis ces 2 petites courbes. On va s'intéresser d'abord à la violette, où on a une intensité de plus en plus grande du stimuli qui est donné. Donc de plus en plus fort, un stimuli de plus en plus fort. Et sur cette courbe violette, on voit qu'ici, là, tac, on arrive à un endroit où c'est un seuil normal de réactivité. Le signal à cette intensité-là commence à être transmis au cerveau. Et du coup, on va avoir voilà, une réaction.
Et évidemment, après, cette réaction est proportionnelle. Alors là, c'est aléatoire, hein. En Suisse, on a des spécificités individuelles. D'autres personnes réagissent peut-être plus à droite, plus à gauche, voilà, avec des variations, on va dire, dans la moyenne. Ça pourrait être un signal comme ça. Si on est hypersensible, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, on va avoir une transmission de l'information au niveau des neurones qui va se faire avec un stimuli bien plus faible. Ici, on l'a aléatoirement fait commencer des zéros. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que cette zone rose ici, elle peut donner une sensation douloureuse qui sera générée en fait malgré un stimuli qui devrait être non douloureux. Dans la moyenne des cas, il est non douloureux, mais oui, mais il est ressenti par cette personne-là en rouge comme étant rapidement douloureux. Et là, on ne peut pas faire de commentaire, on va dire, hein. C'est comme ça, c'est spécifique à chaque personne. C'est une perception, c'est un ressenti propre à chacun. Et clairement, sur les personnes hypersensibles, eh ben, la courbe, elle bouge vers le bas. Donc, on va réagir à des choses que les autres ne perçoivent même pas. Alors, si on prend un exemple ici, on se place ici sur, voilà, par exemple, cette flèche rouge, eh bien, pour un stimuli d'une certaine intensité, eh bien, la population moyenne va avoir, on va dire, des sensations gênantes, mais sans plus, on va passer. Et puis, cette personne qui est sur cette courbe rouge, elle, eh bien, ça sera vraiment insoutenable comme réaction. Et puis, ce n'est pas à comparer, c'est comme ça. C'est la réalité du terrain. Donc, voilà ce qui se passe quelque part au niveau, quelque part, rien que de nos neurones, hein, nos neurones sensoriels. Si on touche quelque chose de tiède, moi, je peux vous dire que je ne passe pas après ma fille hypersensible dans la douche. Pour moi, l'eau est glacée. Pour elle, elle est chaude. Voilà. Donc, au niveau de ces neurones nociceptifs sur la peau, elle perçoit de la chaleur quand moi, je sens encore du froid. Donc, c'est tout à fait individuel. Et au travail, ça sera ça. Hein, ça veut dire qu'on va percevoir des bruits gênants, on va percevoir des odeurs, on va percevoir l'odeur de la cafétéria jusqu'en haut, ça nous dérange après le repas de midi, etc., etc. Donc, ça fait des informations qui sont là et puis qui vont finalement utiliser la capacité de réfléchir ou emboliser quelque part notre cerveau aussi. Donc, ce n'est pas forcément super confortable à ce moment-là, mais en tout cas, il faut le savoir. C'est simplement, pour nous, c'est notre normalité. C'est comme ça. Et alors, on va dire que pour la nutrithérapie, aujourd'hui, je ne vais pas donner énormément de clés, mais une des clés, c'est que l'énergie. Hein, nos neurones, ils utilisent 70% de l'énergie qu'ils consomment pour aller maintenir un seuil, entre guillemets, normal de réactivité. Et si on manque d'énergie, eh bien, ce seuil, il va glisser vers le bas et on va devenir encore plus sensible. Donc, en travaillant finalement sur toutes les clés nutritionnelles pour aller fabriquer plus d'énergie, les bons apports de minéraux, de vitamines et autres, eh bien, finalement, et de stabiliser cette énergie, j'ai pu observer, par exemple, sur un client qui me disait « mais je ne supporte pas mes habits, c'est insupportable, ça, le moindre truc, tout me gratte, tout me pique, tout me démange, je n'en peux plus ». Mais comment vous voulez travailler dans ces conditions-là quand constamment votre cerveau vous dit « ça gratte, ça gratte, ça gratte ». Eh bien, finalement, en quelques mois, ça a diminué. Puis à un moment donné, il est venu, il m'a dit « je ne sens plus mes habits ». Mais quel bonheur! Je me sens maintenant capable de faire tellement plus de choses. Donc, oui, il y a des clés et tout s'explique encore physiologiquement. Mais voilà, on ne peut pas y passer, comme dit Claudie, 4-5 heures pour aller tout expliquer. Voilà, c'est un petit avant-goût. Donc là, je repasse la parole à Claudie qui va du coup vous expliquer au niveau émotionnel et puis je viendrai rajouter quelques petites choses par-ci, par-là. Alors, petite parenthèse, hein. On dit on ne peut pas y passer 4-5 heures, évidemment. Là, on vous fait un extrait en webinaire, mais on a 2 soirées. Hein. Jeudi soir, on vous reparlera à nouveau d'hypersensibilité au travail. Ce sera la suite du webinaire d'aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, on va regarder un peu quels sont les bons et les mauvais côtés. Alors, on va commencer par les mauvais pour s'en débarrasser, parce que moi, je suis résolument optimiste et je pense qu'on peut aussi trouver de bons côtés, donc ils m'ont été rapportés, ou alors je les ai collectés.
et qu'on peut essayer de faire en sorte de mieux vivre avec les mauvais côtés. Alors, quels sont ces mauvais côtés? Les émotions, bah, c'est le premier point, on va dire, qui m'est rapporté par nos clients, hein, par les personnes que nous accompagnons, les émotions difficiles, voire très difficiles à vivre. Et allez vous mettre en colère au bureau, c'est moyennement bien perçu. Hein. Quand on est comme ça, quand on a cette propension à avoir les émotions nous arrivent. Hein. De toute façon, on ne choisit pas. Hein. On ne choisit pas de les avoir. Ce qu'on peut choisir, c'est la réaction qu'on va leur donner. Mais ça se travaille. Hein. Ça s'apprend. Il y a des outils, il y a des ficelles à utiliser pour apprendre à y répondre. Par contre, les émotions, elles nous arrivent toujours autant. Il y a toujours autant de choses qui nous déclenchent la colère, je le disais, mais ça peut être aussi de la tristesse, de la peur. Hein. Et ça peut être compliqué dans le domaine du travail parce que ça peut soit gêner les autres, hein, soit créer du conflit, soit on peut être mal vu aussi parce qu'on a ces émotions, on peut être étiqueté alors c'est plus de l'hypersensibilité, mais de la sensiblerie. Hein. Voilà, ça peut être quelque chose qui est très mal vécu par notre entourage, alors que moi je trouve que c'est les émotions en fait sont juste là pour nous donner des informations et nous aider et justement nous rendre vachement plus efficaces au boulot quand on les écoute. Hein. Mais culturellement, ça fait pas partie des choses qu'on peut avancer, des qualités qu'on peut présenter quand on se présente pour un entretien d'embauche. L'empathie est très présente. Quand vous êtes dans un open space et que vous sentez que derrière vous, il y a un collègue qui est pas bien, il n'est pas bien pour X raisons, mais vous le sentez. Quand vous allez à la machine à café et qu'il y a Ginette qui discute, mais n'empêche, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Voilà, vous récupérez tout ça, en fait. Hein. Et ça fait toujours autant plus d'informations qu'on peut rajouter à les odeurs, la lumière qui peut être un peu trop forte, la clim qui ronronne et qui fait du bruit. Voilà. Donc, l'empathie, répondre à son empathie, ça se travaille aussi. L'hyperesthésie, on en a parlé. Hein, ça, on en a parlé. Voilà, qu'on soit dans un bureau, qu'on travaille même dans une TPE, hein, même si on est un ou deux ou trois dans sa boîte, il y a toujours plein d'informations du point de vue sensoriel. Donc ça peut être compliqué. Quand on est hypersensible, beaucoup d'entre nous ont un mental sans cesse agité. Ben oui, pourquoi? Parce que le mental, il reçoit plein d'infos. Notre corps reçoit plein d'infos et le mental, il en gère un certain nombre consciemment, d'autres inconsciemment. Et du coup, ça tourne là-haut, ça tourne. Et une petite information peut amener à plein de choses. Ouais, et là, je vais rebondir parce que du coup, dans les imageries cérébrales, parce qu'on peut aussi pas seulement faire l'électroencéphalogramme, mais aussi des imageries qui ont été faites dans les études. Et justement, ils ont montré que tout simplement, les aires cérébrales de la modulation des émotions sont plus actives. On n'arrive pas à les désactiver au repos, en fait, sur les hypersensibles. Donc oui, ça a tendance à moins moduler les émotions. Et puis aussi, on a une activité au repos qui est supérieure dans les analyses des informations émotionnelles. Alors, est-ce que c'est en lien au fait qu'on en reçoit beaucoup plus et du coup, on a plus d'activité derrière pour aller hiérarchiser, mémoriser, classer tout ça. Mais en tout cas, oui, la modulation est moins importante et on a plus d'activité
cérébral au niveau de l'analyse des informations. Donc, oui, ça cogite sec, même au repos. Et du coup, ça peut donner chez beaucoup d'entre nous une fatigue importante. Prendre en compte, voilà, toutes ces informations, se gérer soi-même, gérer le travail, se tenir comme ce que la société attend de nous. Voilà, on peut rentrer le soir sur les rotules. Ce qui est intéressant, c'est le soir arriver à couper, mais c'est pas forcément évident d'arriver à couper quand on rentre à la maison. Hein. Ça dépend des secteurs d'activité, effectivement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Peut-être que vous rentrez le soir à la maison et que vous n'êtes pas dans cet état de fatigue. Moi, personnellement, qui ne travaille pas dans un open space, qui travaille toute seule dans mon bureau, sauf quand j'ai des clients avec moi, j'ai cette fatigue quand même importante le soir. On peut avoir aussi le sentiment d'être obligé de rentrer dans un moule, de faire comme si, de se travestir quelque part pour montrer une image de ce que la société, de ce que notre entourage, de ce que nos responsables, nos chefs attendent de nous. Ça, c'est difficile à vivre. Moi, je trouve que c'est très, très difficile à vivre parce que quoi de plus compliqué que de ne pas être aligné avec qui on est et de ne pas oser aller au boulot avec les cheveux roses, par exemple, de ne pas oser exprimer ce qu'on a exprimé, dans les réunions, de se censurer parce qu'on sait que si on prend la parole sur certains sujets, ça va partir en live parce que notre avis est différent des autres. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui nous est beaucoup rapporté et qui est compliqué à vivre. Alors, tu peux passer à la page suivante. On a encore quelques mauvais côtés. Je n'ai pas tout listé dans les mauvais côtés. Il y en a d'autres, mais je ne veux pas vous casser le moral. On va passer après au bon côté. Ça donne, chez beaucoup d'hypersensibles, des remises en question de soi. Moi j'entends beaucoup, mais je pensais que j'étais pas normale. Maintenant j'ai compris en fait comment je fonctionne, mais avant je savais pas que c'était juste mon fonctionnement et je pensais que j'étais pas normale. Et du coup on a de belles découvertes avec Céline, des personnes qui disent ah ouais mais finalement je suis juste normale parce que nous sommes normaux, on est peut-être hypersensible, peut-être différent, mais moi je me considère comme normale. Où est la normalité? Je ne sais pas dire. Mais se remettre en question, ça peut être intéressant, mais il faut trouver où mettre le curseur. Et pas toujours prendre comme référence ce que les autres attendent forcément de nous ou pensent ou préconisent. Donc voilà, ça c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup et j'étais tout à l'heure au téléphone avec une personne qui a des difficultés au travail et voilà, elle se remettait en question, mais est-ce que c'est vraiment elle qui doit se remettre en question? Peut-être qu'elle peut essayer de faire passer des messages. Ça peut être difficile pour certains d'entre nous de prendre des décisions. Alors je vais coupler avec la ligne suivante, on peut avoir chez une hypersensible des caractères très influençables ou au contraire très méfiants. Et voilà, ça c'est une réaction à ce qu'on peut vivre tous les jours, où pour se faire apprécier, on peut accepter un peu tout, ou au contraire, on peut être très méfiant. Et du coup, prendre des décisions, ça peut être super compliqué. Ouais. Moi, je rajouterais du coup par rapport à la difficulté de prendre des décisions aussi. On s'est rendu compte, par exemple, quand on fait comparer deux images, que tout simplement, au niveau des cerveaux hypersensibles, on a l'activité des régions qui analysent en profondeur les informations qui est bien plus importante. Et en fait, ils ont observé qu'il fallait un temps de réponse plus long
pour ces personnes-là, ces personnes hypersensibles. Donc, on va plus loin, plus au fond, et du coup, bah, forcément, on doit sûrement comparer plus de données. Et potentiellement, bah, il faut un temps de réponse plus long pour arriver finalement à se décider. Donc, aussi un peu lâcher prise par rapport à ça. Hein, bah, on a finalement des délais, des délais pour rendre des travaux, des choses comme ça, mais bien se connaître, hein, arriver à gérer ça, c'est vraiment important. Et moi, quand je prépare des vidéos ou des machins, bah, c'est vrai que je vais tout le temps à fond. Et alors après, j'ai toutes ces données. Je me dis, oh, mais comment je vais simplifier? Bah ouais, bah oui, bah, si j'étais allée moins loin, ça aurait été mieux aussi. Mais du coup, on finit par y arriver. Mais il faut se connaître, il ne faut pas se décourager non plus. C'est simplement, voilà, gérer qui on est finalement et pas s'affoler. On peut le coupler aussi au mental très, très, très occupé, hein, où voilà, on peut être, dans certains cas, on peut être facilement happé par des détails. Hein, détails qui ne gênent pas la majorité des gens. Mais nous, voilà, dans un cas, dans une situation hypersensible, on peut, alors certains, hein, je fais toujours mes généralités, hein, mais on peut être amené à voir le détail que les autres ne voient pas. Après, on peut y ajouter l'intuition aussi qui rajoute une couche. Hein. On est des êtres vraiment doués d'intuition, mais est-ce qu'on arrive tous à suivre notre intuition? Ça, c'est un autre sujet. On a une tendance au repli sur soi. On peut avoir une tendance au repli sur soi. À force, voilà, d'être incompris, de se sentir différent, de pas avoir les mêmes envies que les autres, pas forcément avoir envie d'aller à la cantine parce que les bruits de bouche du voisin, ça pose problème. C'est pas qu'on n'a pas envie d'aller manger avec les autres, c'est qu'on a cette sensibilité au niveau du bruit. Voilà, on peut trouver plein de choses hein, sur ces sujets-là. Donc, on peut avoir cette tendance au repli sur soi. Moi, ce que je vous dis toujours, c'est prenez des moments pour vous, prenez des moments de calme, c'est important. Prenez des moments de solitude, mais surtout attention à pas tomber dans le repli sur soi où on voit plus personne et où on reste toujours de son côté. Les relations humaines peuvent être compliquées. Ben oui, je le disais, si les bruits de bouche vous dérangent, ben aller à la cantine avec vos collègues, c'est un problème. Si vous n'allez pas à la cantine avec vos collègues, ça peut être mal vu. On peut trouver voilà plein de variantes hein, sur chacun des sujets, chacune des lignes. Comprendre, être compris aussi, être compris pourquoi nous on réagit de telle manière. Notre capacité à l'empathie peut aussi être un problème dans les relations humaines. L'intuition qu'on peut avoir des autres peut être un problème parce qu'on peut détecter des choses, des non-dits avant que tout le monde s'en rende compte et puis ça peut poser des problèmes. Enfin voilà, on peut détailler ça pendant des heures. Donc voilà, c'est des choses qu'on nous rapporte très souvent. Les relations humaines peuvent être compliquées. Donc voilà, ça peut être dans le cercle, alors évidemment dans le cercle au travail, mais si en plus à la maison c'est compliqué, quand on retourne au boulot le lendemain matin, ben on n'a pas eu ce sas pour se sentir mieux. Tu peux passer, je vois que tu es pressé de passer au bon côté. Ah oui, parce qu'il y en a tellement des bons côtés qu'il faut apprendre à faire émerger et à apprécier. C'est un super outil, l'hypersensibilité. Ouais. Alors, c'est moi pour ces bons côtés hein, que j'ai créé le programme Mon hypersensibilité, ma force, parce que j'ai rencontré beaucoup trop de personnes qui ne voient que les mauvais côtés. Et ils sont là, les mauvais côtés. On n'a pas de raison de les nier. Ils sont présents, ils existent. Donc, je ne demande pas à faire l'autruche. Hein, il n'y a aucune raison. Moi, j'ai plein de trucs qui me pourrissent la vie. Par contre, on a aussi plein de choses qui nous rendent la vie vachement plus agréable. Et c'est super utile d'en prendre conscience. Donc, dans les bons côtés, c'est dit, des gens plus curieux que la moyenne.
On peut le lier au mauvais côté, hein. On a ce mental qui tourne tout le temps et on a besoin de savoir les choses. On voit peut-être plus de détails que d'autres. Voilà, on a besoin de comprendre les choses. On a une créativité, une imagination plus développée en général. Et ça, c'est super, super agréable. La créativité, ça peut être du point de vue artistique, mais ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être, alors je ne sais pas quel est le prénom qui commence par Y, mais dans le domaine pharmaceutique, c'est Yann. 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 Yann, dans le domaine pharmaceutique, tu peux aussi faire preuve de créativité et trouver soit des nouveaux process ou des nouvelles façons ou voilà. Ça fait rire Yann. Mais voilà, enfin, il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont cette créativité en eux et qui l'ignorent. Ou qui changent de job, Yann, ou qui changent de job, qui ne peuvent pas suffisamment laisser exprimer leur créativité. Ah ben, dans certaines boîtes, on ne peut pas. On ne peut pas laisser exprimer. Après, il y a aussi des jobs où le process est là et où il faut respecter. Et voilà. Mais n'empêche, on peut peut-être proposer des petites choses pour que la vie au boulot soit plus agréable. Mm. On a aussi très souvent des capacités de mémorisation. Mm. Là, tu veux dire quelque chose là-dessus? Ah bah oui, parce que quoi, notre cerveau, il mémorise toujours, on va dire, ce qui le concerne, hein, quand il se sent concerné. Donc, quand on vit une émotion, on est concerné. Donc, on va d'autant mieux mémoriser. Alors, autant dire qu'on a une bibliothèque de mémoire et de souvenirs quand on est hypersensible et qu'on vit beaucoup d'émotions, bien plus fournie, hein. Il faut faire de la place sur les rayonnages. Parce qu'alors là, voilà, on est capable du coup d'aller d'autant mieux s'adapter dans le futur, puisque on a du coup tous ces souvenirs, on saura choisir la meilleure situation par rapport à tout ce qu'on a vécu déjà avant. Donc, beaucoup de mémorisation. Du coup aussi, au repos, c'est pour ça qu'il y a d'autant plus de travail pour le cerveau et il est d'autant plus actif à mémoriser tout ça, hein, tout ce qui s'est passé dans une journée. On est très souvent doué d'une capacité de résilience accrue. Alors, c'est quoi la résilience? C'est la capacité, en fait, à se relever après les traumatismes, après les difficultés, après, alors, voilà, il y a des nuances dans les traumatismes. Ça peut être un petit traumatisme, ça peut être aussi des choses beaucoup plus lourdes à porter. On a cette capacité à revivre, hein, cette résilience. On l'observe vraiment beaucoup. Moi, j'ai des clients qui ont vécu des choses mais très dures dans leur vie. Ils sont toujours là et ils cherchent toujours des manières de bien vivre et de voilà. On a vraiment ça en nous et ça, c'est super précieux. Autre chose qui est super précieux, je l'ai laissé dans les slides de l'hypersensibilité au travail, bien que normalement c'est plutôt je le mets plutôt dans les slides de l'hypersensibilité en général, mais c'est pas grave. C'est la capacité à s'émerveiller des petites choses de la vie. Si vous êtes dans un bureau avec des collègues, les petites choses de la vie, aussi, ça peut être un collègue qui vous propose un café, ça peut être quelqu'un qui a amené des chocolats, ou voilà. En tant qu'AESH, oui, il devait y en avoir des petites choses de la vie avec les enfants, ça devait être chouette, voilà. Ça fait partie, pour moi, on peut le coupler avec la résilience, cette capacité à s'émerveiller des petites choses de la vie. C'est quelque chose qui nous procure des petites touches de bien-être et un peu comme des bouffées d'oxygène. Et quand on sait porter sa conscience sur ces petites merveilles, ces petites et ces grandes merveilles dans nos journées, eh ben, ça nous permet d'avoir une vie tellement plus agréable. Voilà. Donc, suivant les jobs que vous faites, va y en avoir plus ou moins des petites merveilles. Alors, je ne sais plus qui est infirmière en EHPAD, mais là, il doit y avoir des moments aussi. Alors, il doit y avoir des moments où la tristesse est là, hein, où l'émotion tristesse est là, mais il doit y avoir aussi, Cindy, c'est toi.
Il doit y avoir aussi des moments, Cindy, où voilà, des sourires échangés avec des personnes, les papis, mamies, ou avec tes collègues aussi. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un bon côté qu'il faut cultiver, dont il faut avoir conscience. On peut avoir cette spontanéité qui est pour moi super, super agréable, où on dit les choses et on fait les choses. Quand on arrive à enlever le couvercle, en fait, on peut se mettre pour rentrer dans le moule. Hein. On est aussi en quête d'authenticité. Et pour moi, être en quête d'authenticité au travail, c'est, alors, on peut être suivant l'entreprise dans laquelle on travaille, on peut être dans un monde de brut, on peut être dans un monde compliqué où chacun défend son bout de gras. N'empêche que moi, j'ai cette croyance forte que l'authenticité, que l'honnêteté, que la vérité nous fait tous avancer. Et que être dans le mensonge ou cacher les choses, ça finit toujours par nous retomber dessus. Donc, on est dans cette quête, au moins dans la quête d'authenticité. Tu peux passer à la page suivante. Voilà. On est des personnes dotées d'une vraie capacité d'écoute. Donc, soit on est dans des métiers, comme Céline et moi, où l'écoute est importante. Si on est dans d'autres métiers, on peut utiliser cette capacité d'écoute pour prêter oreille à ses collègues, pour essayer de faire avancer les choses dans les réunions. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un bon côté, et on est souvent des gens qui sont appréciés pour prêter l'épaule à certaines personnes, et pour savoir écouter les secrets aussi. On peut être doté d'une capacité d'observation, tout ça, ça va avec l'hyperesthésie. Hein. On peut avoir, on peut être aussi dans des métiers où l'observation est quelque chose d'important. L'intuition, j'en ai déjà parlé. Encore faut-il savoir l'écouter, d'abord la détecter et l'écouter. C'est pas facile dans notre société où on doit tout expliquer, on doit tout justifier. On est vraiment dans un monde où si on ne justifie pas, si on n'explique pas les choses, on n'est pas pris au sérieux. N'empêche que on a très souvent cette intuition où on sait les choses. On est en recherche de liens avec les autres, même si c'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas toujours compris, parce que on a une façon de voir la vie différente, parce qu'on a cette empathie, où on ressent beaucoup les émotions des autres. N'empêche qu'on est toujours en recherche de liens avec les autres. Et puis, dans les bons côtés, il y en a encore plein d'autres, comme pour les mauvais côtés, mais on est très souvent des personnes dotées d'un humour plus développé. Et ça peut être quelque chose d'apprécié au travail. Encore faut-il placer son humour au bon moment et au bon endroit. mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir cultiver aussi. Et puis, etc., parce qu'il y a encore plein d'autres bons côtés. Alors, comment en faire une force? Comment utiliser tout ça pour avoir une vie plus sympa au boulot, puisque c'était le thème de notre webinaire, comment mieux vivre son hypersensibilité au travail. Tu peux avancer, Céline. Pour moi, il y a des lignes directrices. Le premier point, c'est de bien se connaître. Bien se connaître et bien connaître ses besoins. Ça permet en fait de pouvoir assouvir ses besoins. Je pense notamment aux besoins physiologiques, déjà pour commencer. On parlera des besoins en détail jeudi soir.
Bien connaître ses besoins. Si on sait que moi, il faut que je boive tant et tant dans la journée, c'est plus facile de se prévoir sa bouteille, sa gourde avec soi. C'est basique, hein, ce que je vous dis, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Après, bien se connaître, bien connaître la façon dont on réagit, les croyances qu'on peut avoir, bien connaître ses émotions, bien les comprendre. C'est ce que je veux dire par apprivoiser ses émotions. Super important. On travaille là-dessus dans le programme où on démystifie les émotions. C'est normal d'avoir peur, même quand on est adulte. C'est normal. C'est normal d'être en colère. C'est normal d'être triste. Elles sont là, les émotions. Il faut qu'on fasse avec. C'est intéressant, c'est de savoir y répondre. Oser s'affirmer tel qu'on est. Pour moi, c'est une clé. Alors, il faut déjà apprendre à bien se connaître. Une fois qu'on se connaît bien, on peut oser, dire qu'on aime plutôt ça ou plutôt ça, même si la majorité des gens aiment autre chose. Voilà. Travailler sur certaines de ses faiblesses. Quand on se connaît bien, on connaît ses faiblesses, on peut en accepter certaines, sur lesquelles on n'a pas envie de travailler ou on ne peut pas travailler. Et puis, par contre, on peut décider de travailler sur certaines autres. Prendre conscience des bons côtés, ça, c'est les bons côtés qu'on a listés avant chez vous. Dans votre cas particulier, puisqu'on est tous uniques, vous avez plein de forces, plein de bons côtés de votre hypersensibilité. Donc, si vous les connaissez, si vous en prenez conscience, ça vous aide à avoir une vie plus agréable. Changer son mindset pour ceux qui visualisent l'hypersensibilité comme une tare, comme quelque chose de désagréable, comme quelque chose. Alors, ça peut être désagréable, mais comme quelque chose de pénible, comme un boulet qu'on traîne, le visualiser plutôt comme une force. Puis tu peux passer au slide suivant. Voilà. Accepter utiliser l'hyperesthésie. Et si on peut, moi j'ai une hyperesthésie aux odeurs, je peux pas trop l'utiliser, mais si j'avais voulu être née, peut-être que ça aurait été utile, je sais pas. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais creusé. Voilà, l'hyperesthésie, elle peut être utile. Utiliser son intuition. Ça se travaille à l'intuition. Ça, c'est vraiment un super sujet. Combien me disent « Ah ouais, mais ça, je le savais, mais j'ai pas voulu le voir. » Ben oui, mais c'était juste ton intuition qui te disait que c'était comme ça. Travailler son lâcher-prise. Oui, vas-y, Céline. Au travail, c'est aussi c'est pas que l'intuition, ça va être aussi le ressenti des gens, toute cette empathie où on sent, où on arrive en fait. Donc, quand on rencontre des clients, quand on a des entretiens, quand on tout ce ressenti-là, mais c'est une clé énorme dans la manière d'aller conduire l'entretien ou d'aller faire la réunion ou d'aller pour vraiment s'adapter à son public, à son interlocuteur. Et puis aussi, tout simplement à la personne âgée. Tout de suite, je sens si aujourd'hui elle est en forme, pas en forme, l'enfant, qu'est-ce qu'il peut recevoir. Et ça, c'est des clés énormes pour se mettre en lien avec l'autre et au diapason et pour lui faire passer des messages d'une manière qu'il est capable de recevoir au jour J, à l'instant présent, en fonction de comment il se sent. C'est vraiment une super clé de communication sur tout le non-verbal qu'on va capter en quelques secondes. On rentre dans une pièce, on sait qu'un tel est fâché, l'autre s'ennuie, celui-là, il est assez énervé, il en a marre, je sens qu'il en a marre, qu'il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, d'aller faire le modérateur ou d'aller utiliser toutes ces informations-là, c'est vraiment génial au travail, quoi. C'est un super outil. Et pour ça, il faut garder de la distance, c'est marqué après. Et ouais. Et ouais. Il ne faut pas les prendre pour soi, ces émotions. C'est savoir que c'est les autres qui les vivent. Ça va aussi avec apprivoiser ses émotions. On a tous, de toute façon, dans nos journées de travail, plein d'émotions.
Et déjà, rien que le fait de comprendre quel type d'émotion nous arrive. Alors, il y a 4 émotions principales, hein, la joie, la peur, la tristesse, la colère. Rien que de savoir identifier et de mettre ce qui nous arrive dans une de ces 4 cases et de se dire, ah ouais, là, ok, j'ai peur. Ok, j'ai peur de quoi? Ah oui, j'ai peur que mon chef prenne telle décision parce que je sais que c'est pas la bonne. Ok, ok. Et voilà, rien que de prendre un peu de distance avec la conséquence, en fait, de ce qui déclenche l'émotion, ça peut être super utile. Travailler son lâcher-prise, il y a plein de choses. Alors, je vais vous donner d'abord ma définition du lâcher-prise. Pour moi, le lâcher-prise, c'est accepter qu'on ne puisse pas tout contrôler. C'est pas le lâcher-prise, c'est pas du je m'en foutisme, c'est pas, voilà, on ne vient pas de baba cool et on ne dit pas tant pis à tout. Non. C'est accepter que voilà, j'arrive au bureau ce matin et il y a la collègue avec qui je devais bosser qui est malade. Aïe. Alors là, il faut qu'on rende le dossier, on devait bosser ensemble. Du coup, c'est moi qui me tape tout le boulot. Ouf, je ne sais pas comment je vais faire, je ne suis pas forcément à l'énergie pour, je ne suis pas forcément trop en forme non plus. Comment je fais? Voilà. C'est ça aussi le lâcher prise au boulot. Accepter que j'arrive et puis il y a le chef, il est de mauvaise humeur. Ah, comment je fais avec? Est-ce que je me mets en colère contre le chef et que je râle toute la journée? Ouais, parce que disons que le chef est pénible quand il est de mauvaise humeur. Ou est-ce que je me dis, bon, ok, il est de mauvaise humeur. Ok. Parce que, est-ce que je peux faire quelque chose, moi, pour le remettre de bonne humeur? Moi, je peux peut-être essayer. Ou pas. Hein. Voilà, pour moi, c'est ça le lâcher prise. Il y a, et surtout quand on est salarié, il y a plein de choses qu'on ne décide pas et qu'on ferait différemment. On peut essayer de faire changer les choses. On peut décider que voilà, tel sujet qui fonctionne pas bien dans mon entreprise, je vais essayer d'aller faire évoluer et de mettre ma petite touche. Ouais, ok, c'est chouette. Allez-y, faites. Et si ça fonctionne pas, au bout d'un moment, quand on a tout tenté, c'est là qu'il faut dégainer son lâcher prise. Mais je vous dis pas qu'il faut tout accepter, hein. C'est pas ça pour moi le lâcher prise. Hein. Le lâcher prise, c'est quand on a tenté tout ce qu'on pensait devoir tenter, c'est accepter qu'on puisse pas tout contrôler. C'est accepter que mince, la machine à café aujourd'hui elle est en panne. Qu'est-ce que je fais? Je râle toute la journée parce que j'ai pas mon café. Ça sert à rien. Voilà. Là, en l'occurrence, ma machine à café en panne, qu'est-ce que je fais? Je regarde si je peux pas aller chercher un café ailleurs. Non, je peux pas, il n'y a pas d'autre solution. Et tant pis, j'ai pas de café. Et là, je dégaine mon lâcher prise. Parce que si ça me déclenche une émotion de colère ou de tristesse ou je sais pas, et que je traîne ça toute la journée, je vais être mal toute la journée. J'arrive au boulot, j'ai oublié ma souris. Ah, mais ça, c'est... Mais alors là, moi ça m'est arrivé une fois d'oublier un truc important. J'ai oublié mon chargeur de téléphone ou mon chargeur d'ordinateur. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de trouver une solution. Et si je trouve pas de solution, faut que je fasse avec. Se reconnecter à la nature. Je voulais laisser aussi parce que dans pas mal de boulot, vous pouvez pas aller vous reconnecter à la nature. Hein. Ceux qui bossent dans des centres-villes ou dans des zones industrielles où ils peuvent pas trop se reconnecter à la nature, mais reconnectez-vous à la nature le soir quand vous rentrez au week-end. Utilisez ça comme un apport d'oxygène. Bien s'entourer. Évidemment, vous ne choisissez pas vos collègues, mais n'empêche que vous pouvez choisir de vous entourer d'abord à l'extérieur du boulot, mais au boulot, vous pouvez de toute façon créer des amitiés ou créer des liens avec les bonnes personnes, celles qui ne sont pas toxiques. Hein. On a
une sensibilité aussi, parfois vachement plus élevée aux personnes tout le temps en colère ou tout le temps, voilà, entourez-vous bien. S'autoriser à s'isoler par moment. Pas toujours facile, hein, mais n'empêche que si on reprend mon exemple de la cantine, on peut s'autoriser une fois par semaine à ne pas aller à la cantine avec les collègues, par exemple. Ou à prendre des petites pauses. Moi, quand je travaillais en entreprise, j'allais me planquer aux toilettes. Je vous le dis, je fais mon coming out ce soir. J'allais des fois prendre 5-10 minutes aux toilettes. Il y avait des toilettes que je ne savais pas trop fréquenter. Là, voilà, c'était mon moment pour m'isoler. Et grâce à ce moment-là, je revenais et bam, j'étais plus en forme pour continuer. Ah ben voilà, je ne suis pas la seule, Cindy le fait aussi. Bah, ça permet quelque part de diminuer un peu les stimulations et de redescendre voilà, quand on n'en peut plus d'être surstimulé. Voilà. Au lieu de tout le temps courir, on a toujours tendance à courir et après le mail et le client qui appelle ou voilà, il faut vite que je parte et on se croit toujours pas possible de s'arrêter ne serait-ce que quelques minutes et pourtant ça fait tellement du bien un peu de couper ces surstimulations pour se recharger et pouvoir repartir. Voilà. Et ça permet aussi de prendre, se lâcher prise et de se dire, oula, mais attends, en fait, voilà, est-ce que j'accepte ça et jusqu'où je vais et de prendre des décisions et de se dire, mais en fait, j'ai besoin de quoi? Comme tu parlais des besoins tout à l'heure, là, j'ai besoin de quoi là maintenant tout de suite? Je sens que ça dérape. J'ai besoin de quoi là maintenant tout de suite pour me sentir bien et arriver à gérer ça. Donc voilà, c'est parfois s'arrêter quelques minutes, s'isoler, descendre des stimulations permet de retrouver la capacité de son cerveau à réfléchir et aller trouver des solutions qu'à force d'être stimulé, il ne peut plus. Et il reçoit tellement d'informations montantes, ascendantes, que lui, il n'arrive plus à mouliner là-haut et à redescendre des informations en disant « Ok, la solution, c'est ça. » Donc, couper. Et puis, le cerveau, il pourra à nouveau travailler au niveau du cortex et retrouver des solutions et prendre des décisions aussi. Parce que prendre la pause avec les collègues, pour les hypersensibles, ce n'est pas forcément une pause. Ça peut être un moment aussi plein de stimuli. Voilà. Alors, il y a Charlotte qui nous dit que les toilettes, c'est aussi son coin de tranquillité. Donc, voilà. Je me sens moins seule ce soir, ça me fait plaisir. S'autoriser à être différent, à être hors norme, quelque part. Hein, s'autoriser déjà soi-même cette différence. C'est se valider tel qu'on est. Parce qu'on est tous, je l'ai redit, on est tous uniques, tous différents. Et quand on est en accord avec soi-même, quel que soit notre caractère, nos caractéristiques, nos paramètres, c'est tellement, tellement, tellement plus reposant. On est plus serein, en fait. Hein. Et puis, mon petit truc que j'aime bien proposer tout le temps, c'est pratiquer la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, on aurait pu vous faire, on a réfléchi avec Céline, hein, on vous a fait 2 webinaires là, mais on avait des idées pour en faire 10, en fait. Hein. Et la pleine conscience, ça mériterait un webinaire à part entière, parce que, voilà, très rapidement, la pleine conscience, c'est l'art d'être dans l'instant présent, sans juger l'expérience. C'est ça qui est intéressant quand on est hypersensible, c'est le sans juger. Voilà, ce soir, on est ensemble en webinaire. Moi, je suis derrière mon ordi. J'ai un gilet qui me tient bien chaud. Il y a Céline, que vous ne voyez pas, mais qui est à côté de moi. Il y a Céline qui est en face aussi. Voilà, point. Et je pars pas dans des oui, c'est parce que j'avais oublié de dire à Céline qui est à côté de moi que c'était en vidéo et que on part pas dans les trucs, on part pas dans les explications. La pleine conscience, c'est juste de l'observation. Ok. Là, je ressens la chaussure sur mon pied gauche et puis un petit peu la chaussette. Point. J'ai un peu chaud au pied, voilà, voilà. Et je pars pas dans des c'est agréable ou c'est désagréable. Et pratiquer la pleine conscience, c'est
tellement. D'ailleurs, c'est pas mal promu dans beaucoup d'entreprises parce que c'est aussi un apport de performance pour les entreprises. C'est quelque chose qui est reconnu. Il y a des statistiques, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la pleine conscience et sur la méditation qui ont montré que on est d'autant plus performant quand on pratique la pleine conscience. Ben oui, si vous êtes en pleine conscience quand vous allez en réunion, vous n'êtes pas parti dans 10 000 trucs, vous êtes focus sur la réunion. Alors, être en pleine conscience toute la journée, c'est impossible. On n'est pas en pleine conscience 24 heures sur 24, ni même 8 heures sur 24 quand on est au boulot. Par contre, mettre des touches de pleine conscience dans sa journée, c'est super, super, super utile. Et ça donne des super pouvoirs, ça donne cette capacité à être focus sur les choses et plein d'autres choses encore. Il y a plein de choses qui vont avec la pleine conscience. Voilà, tu peux passer au slide suivant. Et alors, ouais, ce slide-là, il est pour moi super important et je le mets dans tous les webinaires. Éviter les pièges de l'étiquette, de tout justifier par l'hypersensibilité. L'hypersensibilité explique tout un tas de choses. On l'a vu dans les bons, les mauvais côtés. On peut retrouver encore plein de mauvais côtés. On peut trouver d'autres bons côtés. Mais quand l'hypersensibilité devient une justification à ouais, ben moi je vais pas avec les collègues parce que si, moi je vais pas à la pause café parce que moi de toute façon je pars pas en déplacement. Non, l'hypersensibilité peut expliquer les choses, mais ne tombez pas dans le piège de vous coller cette étiquette. Et puis un autre piège, c'est voir uniquement les mauvais côtés. Il y a plein de bons côtés. Dernier piège, et j'en ai déjà parlé, s'isoler, parce que c'est vrai que c'est agréable quand on se retrouve là, tranquille, dans le silence, et puis voilà, on fait ce qu'on veut, ouais, c'est super agréable. Mais quand on est, enfin de toute façon, les extrêmes, quels qu'ils soient, à mon avis, sont pas à recommander. Donc, s'isoler complètement, c'est pas s'isoler par moment, c'est utile. Mais s'isoler tout court, pour moi, c'est un gros piège. Tu peux passer au slide suivant. Voilà. Alors, on vous en a déjà parlé par petites touches. On va donc vous présenter le programme en hypersensibilité NAFORCE et puis on passera ensuite à une session de questions-réponses. On a plein de choses dans le chat, donc on pourra rebondir. Et puis, comme on n'est pas très nombreux, on pourra aussi s'autoriser à ouvrir les micros et à poser des questions. Donc, le programme en hypersensibilité NAFORCE. Céline, tu veux le présenter comme je viens beaucoup de parler? Allez, va boire. Moi, j'ai pas de problème à parler. Je peux parler pendant des heures, mais... Alors, le programme, c'est un accompagnement sur 4 mois. 4 mois pour faire quoi? 4 mois, eh bien, tout simplement déjà pour partager en groupe aussi, parce qu'on fait des ateliers de groupe toutes les semaines. Une fois sur deux, le thème, ça sera coaching de vie, et une fois sur deux, le thème, c'est la nutrithérapie. Alors, sur des thèmes divers et variés, mais qui donnent justement des clés, des outils par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué là, sur voilà, comment finalement identifier mes émotions, comment mieux les vivre et donner toutes ces clés. On fait également chaque mois une séance individuelle de coaching de vie et une séance individuelle de micronutrition. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut que ce soit vraiment adapté et spécifique à chacun, chacune, pour aller plus loin
et vous aider par rapport à vos contraintes personnelles, à ce que vous vivez sur le moment présent aussi. Et voilà, on aurait pu mettre que des vidéos à disposition sur la plateforme, mais pour nous, c'est aussi le contact et aller vraiment vous aider, vous coacher et avoir de meilleurs résultats. Donc évidemment, on a une plateforme avec des vidéos, mais aussi des cahiers d'exercices, des fiches mémo, des fiches pratiques, voilà, à aller regarder, parfois des liens vers des vidéos qui nous ont plu, qui permettent d'aller approfondir les sujets. Et puis aussi un groupe d'entraide qui est sur une plateforme. Alors, Claudie nous l'a trouvé, voilà, une plateforme entre guillemets un peu plus écolo, pas trop de data, Yann, de stocker pour voilà, pas trop utiliser ou salir notre nature. Et voilà, du travail, évidemment, chacun sur soi-même. C'est pas une course, chacun avance, mais l'ambiance est agréable et plein de bienveillance. Pourquoi? C'est facile en fait, on est tous et toutes hypersensibles. On peut partager les choses, on se comprend. Voilà, on a trouvé la team toilette ce soir, qui aurait pensé ça? Donc du coup, il n'y a rien qu'entre nous qu'on peut se comprendre comme ça et pas aller juger et pas aller surréagir ou porter tout simplement un regard, voilà, oh, tu es trop bizarre, toi. Donc justement, c'est 4 mois où eh bien, finalement, ça nous apprend aussi à reprendre confiance, à se sentir dans un milieu où on peut être compris, on peut se livrer quand on a des petits soucis ou qu'on est voilà, émerveillé par une petite fleur qui pousse sur le bord de la route. Eh bien, on a le droit de le partager. Ici, ça sera compris pour une fois et ça fait tellement de bien. Voilà, le prochain groupe démarre le 24 mai. Donc voilà, c'est tout bientôt. Et du coup, on va ouvrir bientôt les inscriptions. Et alors, on vous propose tout simplement de profiter du tarif challenge. Le tarif challenge, c'est un tarif plus intéressant que le tarif habituel. Il est à 297 € par mois pour tous ces ateliers, ces coachings individuels, et tout les vidéos qu'on va vous livrer pendant 4 mois. Donc, ça fait un total de 1 188 € au lieu de 1 588 € en tarif habituel. Voilà. Donc, profitez-en. Pour ce faire, là, vous pouvez voilà, tout simplement accéder à ce scan. Et puis sinon, nous joindre en MP ou nous appeler voilà, sur le groupe Facebook. Ou si j'ai oublié quelque chose, Claudie. Voilà. Ouais, ce qui est important de dire aussi, c'est que tu parlais de bienveillance et de bonne humeur. On limite la taille du groupe. Oui. Et c'est calculé en fait. Voilà. Donc on prend des petits groupes pour que chacun puisse avoir le temps de s'exprimer pendant les ateliers de groupe. Les ateliers de groupe, c'est pas en mode webinaire, on n'est pas en mode conférence, on est en mode atelier, c'est-à-dire qu'on a des petits exercices. On va faire des binômes pour réfléchir sur des sujets. Après, on revient en grand groupe. On a voilà, tout un tas on s'est creusé la tête avec Céline pour rendre ces ateliers super interactifs. Le fait qu'on soit en petit groupe, c'est chouette parce que il y a une synergie qui se met en place très très rapidement. Et nous, en fait, on n'est pas dans l'industriel avec Céline. On veut vraiment de la qualité, on veut que tout le monde puisse profiter. On veut aussi pouvoir vous assurer des coachings individuels, vous assurer que vous trouviez des rendez-vous libres, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est des petits groupes pour que les choses avancent bien et les choses avancent bien. Là, on va terminer bientôt. Alors, on en est au 7e groupe, si je me trompe pas. On va terminer le premier groupe qui a commencé avec la partie nutrition, puisqu'à l'origine, mon hypersensibilité, ma force, c'était uniquement du coaching de vie. Là, on y a rajouté la nutrition et on voit ce que je dis, c'est ce que j'ai l'impression d'être devant un bouquet de fleurs avec des fleurs qui s'ouvrent au fur et à mesure.
Et c'est super, super agréable. Et je me tais parce que sinon, je pensais en parler pendant 1 heure. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de vous inscrire, mais vous préférez échanger avec l'une ou l'autre d'entre nous avant de sauter le pas, n'hésitez pas. Vous avez de toute façon reçu un mail avec le lien pour le webinaire. Donc voilà, ça peut être une façon, en répondant à ce mail, j'aimerais bien un rendez-vous, ou vous nous trouvez sur Facebook, ou voilà, il y a plein de moyens. Voilà, et puis à un moment donné, on enverra aussi après, je pense, jeudi soir, le 2e challenge, on enverra un mail avec voilà, un lien spécifique pour l'inscription. Oui, et alors si vous voulez profiter du tarif challenge, évidemment, le tarif challenge est limité dans le temps. Il est donc là, on a encore la 2e partie jeudi soir, et puis on conservera le tarif encore 48 heures après le 2e webinaire, et puis on repassera après au tarif classique. Donc, si vous êtes intéressé, ne tardez pas. Et puis en plus, comme le nombre de places est limité, qu'on a déjà des inscriptions qui arrivent, voilà. Est-ce que, Céline, tu as dit que les ateliers de groupe étaient le mercredi soir à 20h? Non, je n'ai pas dit. Eh bien voilà. Ce groupe-là. Voilà, pour ce groupe-là, c'est le mercredi à 20h. On a plusieurs groupes en quinconce, en fait. Donc, pour le groupe suivant, ce sera un autre jour, mais pour ce groupe-là, ce sera le mercredi. Voilà. Et puis, Aussi, revenez jeudi au webinaire, parce que là, on a un tirage au sort sur les personnes présentes pour gagner un coaching gratuit. Voilà, donc je vais éteindre l'enregistrement et on va passer sur l'échange débat. Ouais, on arrête l'enregistrement parce que tu peux le couper.